C'est bon. Donc aujourd'hui, nous aurons 4 invités, à savoir M. Macheneau qui est là, M. Mossy-Nicard qui est là, Bénézique qui n'est pas encore arrivé, et Christian Robieux, que j'ai vu tout à l'heure. Eh ben, je rêve. Il essaie de se dissimuler. Alors je vais dire un mot d'abord, pourquoi sommes-nous dans cette galère? Pousse-toi par là, si Bénézique arrive. On va se serrer là, bon. Pourquoi sommes-nous dans cette galère? C'est parce qu'on nous a sollicité en nous disant, voilà, il y a des problèmes en ce qui concerne la fiabilité du réseau, et ça serait pas mal qu'une institution indépendante, à savoir la SCN, fasse un diagnostic sur la question. Alors on a fait un truc du même genre dans les années 2000 pour un organisme qui s'appelait à l'époque la DGEMP, Direction Générale de l'Énergie et des Matières Premières. C'était sur le gaz et on n'a pas eu de mal à faire le bilan, etc. D'ailleurs c'est public. Et je me suis dit pourquoi pas. Alors depuis, ça traîne dans la choucroute, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à savoir qui fait quoi. Alors je compte beaucoup sur mes invités pour faire un point de situation. Donc concrètement, ils auront chacun 10 minutes, un quart d'heure pour donner leur point de vue, puis après on engage une discussion collective. On a en tout 2 heures pour payer le café qui est servi là-haut, dans la meilleure tradition de la SCE. Et vous ne pourrez pas boire le café avec un masque. Bon, vas-y, commence. Tu vois, j'en ai rajouté une couche d'impolitesse. Oui, mais je vais commencer, mais pour parler de quoi? J'en sais rien. Du réseau? Ouais, de la robustesse du réseau. Tu as écrit un bouquin. Ah oui, j'ai oublié de dire, il a écrit un livre, donc il ne sait pas s'il se vend ou pas. Il s'appelle La France dans le noir. C'est tout un titre, ça. Oui, si j'avais su, j'aurais appelé l'Espagne dans le noir, ça aurait été plus approprié. Ça les roule. Et donc, qu'est-ce que je sais? Je ne sais pas grand-chose sur les réseaux, moi. Ça tombe bien, ça ira plus vite. Et donc, j'ai écrit un livre il y a maintenant, en 2017, qui s'appelle La France dans le noir et qui tente de montrer que le développement en France des énergies renouvelables intermittentes et aléatoires conduisent à progressivement renchérir le coût de l'électricité et finalement à déstabiliser l'équilibre offre-demande et donc les réseaux et la distribution d'électricité conduisant à la France dans le noir. Alors, il se trouve que en 2022, alors ce livre est tombé complètement à côté des enjeux de l'époque et il n'a été pratiquement pas vendu jusqu'à ce qu'en 2021 arrive une crise dont vous avez sans doute entendu parler. Les prix du gaz ont énormément augmenté et comme en Europe, dans une partie de l'Europe, les prix de l'électricité sont plus ou moins indexés sur le gaz, les prix de l'électricité ont également augmenté, d'autant plus que en France, j'essaye de décrire ça dans mon livre, en France, le prix dit de référence, qui est le TRVE, tarif régulé de vente de l'électricité, est calculé sur la base d'un certain prix de l'électricité fournie par EDF dans le cadre de la loi NOM à 42 € le mégawattheure, et le reste, ça pour 75%, et 25% sur le prix du marché spot de l'électricité. Donc quand le marché spot de l'électricité s'envole, le prix de l'électricité augmente, avec un facteur aggravant, qui est que la part dite d'AREN à 42 € le mégawattheure dans le calcul du prix diminue d'autant que la demande d'électricité dans le cadre de l'AREN augmente. C'est-à-dire que normalement, ça c'est 100 TWh, mais à l'époque du mois, quand les prix de spot ont augmenté, les fournisseurs alternatifs et les industriels se sont précipités sur l'AREN en disant on en veut plus. Forcément, on est à 42 €. Le prix spot est monté dans les 800, c'est à l'époque. Et donc, eh bien, quand la demande d'AREN dépasse le prix, les 100 TWh prévus, la part de l'AREN dans le calcul du TRVE, on ne sait pas très bien pourquoi, mais c'est comme ça, diminue d'autant. Et donc elle est tombée à 40%,
Et donc les TRVE calculés en décembre 2021 étaient à 45% d'Arennes à 42 euros et 65% et 55% du marché spot. Du coup, une augmentation des TRVE prévue en février 2022, début février 2022, de 50% à l'époque, c'était avant la guerre en Ukraine. Donc l'année d'après, ça s'est reproduit et même accéléré. Et donc ils n'ont pas été augmentés parce qu'il y a eu des mesures gouvernementales, y compris un bouclier tarifaire, etc. En tout cas, des mesures, réduction des taxes, etc. Donc, tout ça pour dire que le prix de l'augmentation des renouvelables dans le mix énergétique conduit à un déséquilibre de la production et à une augmentation des coûts de l'électricité. Alors, ça conduit aussi à une fragilité. Alors, c'est là que j'allais y venir. Parce que, et donc en 2022, mon éditeur m'a demandé de mettre à jour le livre, et donc il y a une nouvelle édition. Alors, la première édition de 2017 s'appelait La France dans le noir, ou les méfaits de l'idéologie en politique énergétique. Et l'édition de décembre 2022 s'appelle La France dans le noir, c'est maintenant. Et donc, il se trouve que tout ça n'a pas arrêté l'évolution politique du développement des énergies renouvelables. Il y a un certain ralentissement parce qu'il y a un certain ras-le-bol pour l'éolien terrestre, mais on a l'intention de se venger dans l'éolien maritime et dans le solaire. Et donc la programmation pluriannuelle de l'énergie qui est en cours de préparation aujourd'hui et qui aurait dû être déjà sortie et qui a été heureusement retenue, prévoit une augmentation, je crois, du double ou du triple du solaire, et alors qu'il doit y avoir 1,5 gigawatt ou 2 gigawatts d'éolien, d'en avoir 18. Et donc, on continue, malgré la situation, de développer des énergies renouvelables. L'élément nouveau, ça a été le discours de Belfort, dans lequel le président de la République a dit on va aussi faire du nucléaire. Mais bien sûr, on va faire les deux, et les deux en même temps. Or, j'explique longuement dans mon livre qu'on ne peut pas faire les deux en même temps. On fait soit l'un, soit l'autre, et qu'aujourd'hui, l'électricité en France est déjà décarbonée à 95%, et que chaque fois qu'on met du renouvelable en plus, on réduit la production essentiellement nucléaire qui produit moins de CO2 par kilowattheure, et puis surtout dont le coût est pratiquement fixe, puisque l'électricité, le combustible dans la production nucléaire ne représente qu'un faible pourcentage. Par conséquent, il faut payer le nucléaire plus le renouvelable, et ceci sans bénéfice pour l'environnement. Alors pourquoi tout ça Après, on pourra y revenir. Et il se trouve qu'entre-temps, il y a eu en Espagne un blackout, au sens où toute l'Espagne a été dans le noir pendant entre 12 et 24 heures. Et donc, moi je me souviens, j'ai été interviewé le soir même par le France Info Télé, et on m'a dit, est-ce que vous avez une explication? Alors j'ai dit, bon, je n'ai pas d'explication parce que c'est beaucoup trop tôt et c'est quand même hyper technique. En tout cas, quelle est la cause a priori factuelle de ce déclenchement en cascade de toute la production d'électricité en Espagne? C'est difficile de l'identifier. Mais il se trouve qu'il y avait à ce moment-là en Espagne plus de 75% de l'électricité qui était produite par le solaire plus éolien. Et donc,
Et donc, la première explication qui a été donnée par l'environnement, le gouvernement, je ne sais pas exactement, c'est sûrement une cyberattaque. Bon, très peu de temps après, ils ont reconnu que c'était assez invraisemblable. Et donc, on a été allé chercher une autre explication qui était un phénomène météorologique très rare, avec des différences de température entre deux points, une différence importante entre deux points proches, qui auraient déstabilisé les réseaux. Bon, ça n'a pas fait tellement long feu non plus. Et donc, je dis à cette émission, écoutez, la cyberattaque, je pense qu'on en est revenu. Ce phénomène météorologique rarissime, moi personnellement, j'en ai jamais entendu parler, donc sans doute que ça peut exister. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a 10 ans, j'ai écrit un livre qui s'appelle La France dans le noir, et dans lequel j'explique que si on continue à développer à ce rythme, si on continue à développer à ce rythme les énergies renouvelables, eh bien, la France se trouvera dans le noir. Assieds-toi, Michel. Désolé. C'est pas grave. Mais les pannes d'électricité, c'est comme les pannes d'ascenseur, c'est imprévisible. Sauf un peu prévisible. Bon, et donc, aujourd'hui, la question est de savoir. Alors, ce que je dis aussi, c'est que, indépendamment de cette prophétie, il se trouve qu'il y a eu un certain nombre de blackouts dans le monde dans les dernières années, en particulier en Australie du Sud, 3 blackouts de suite en 3 mois, parce qu'à chaque fois directement liés à des problèmes de production d'énergie renouvelable, en l'occurrence éolienne. Et donc les Australiens ont pris une décision radicale de construire massivement des sites combinés à gaz pour remplacer, pour en tout cas stabiliser les moyens de production et les moyens de production australiens. Il y a eu un blackout en Texas il y a quelques années, également lié en tout cas, peut-être pas expliqué, mais lié à une très grande quantité d'énergie renouvelable. Il y a eu en 2021 un début de blackout en Grande-Bretagne, et donc qui est également lié à des problèmes d'excès d'énergie renouvelable. Donc, alors après, l'explication précise, elle est très compliquée. J'ai essayé de m'y retrouver. Sans doute, il y a ici de meilleurs spécialistes que moi des réseaux, mais ce que je comprends, c'est que les machines tournantes, que sont les centrales à charbon, les centrales nucléaires, ont d'une part une capacité, elles sont directement en lien avec le réseau. Et donc, quand la consommation augmente, c'est-à-dire qu'elle a tendance à faire baisser la fréquence, elles réagissent par leur inertie et surtout par des instructions immédiates d'augmentation de puissance. Dans un éventail qui est assez faible, mais quand même entre 70 et 110% de la puissance pour maintenir. Et donc, c'est ce qu'on appelle la réserve primaire, c'est-à-dire la réaction immédiate à des mouvements de fréquence. Je rappelle, mais je suppose qu'ici c'est inutile, que le problème de l'électricité, c'est qu'il faut que la production soit en permanence exactement égale à la consommation, et que le régulateur, c'est effectivement la fréquence. Dès qu'il y a une demande supplémentaire de consommation, la fréquence baisse, et donc on est immédiatement obligé de mettre de la production supplémentaire, et réciproquement, si la consommation diminue, il faut réduire la production. Et donc, avec les machines tournantes, les grosses machines tournantes que sont les centrales nucléaires et les centrales à charbon, cette réaction se fait dans un délai extrêmement rapide, qui n'a pas le temps qui compense très rapidement les baisses de fréquence. Alors, sachant que
quand la fréquence, qui est un principe de 50 Hz, diminue de 1 pour 1000, c'est une alerte. Quand elle diminue de 5 pour 1000, c'est une alerte de danger. Quand elle est à 1%, c'est-à-dire à 49 Hz, ça déclenche. Donc, le problème, c'est que les moyens renouvelables n'ont pas d'inertie, n'ont pas de rotor, n'ont pas d'inertie de production, et il y a un écran entre le réseau et les moyens de production qui sont des ondulateurs de puissance et qui compensent qui passent les messages en fait, mais ces ondulateurs n'ont aucune inertie. Et donc il n'y a pas de relation directe entre les moyens de production éolien et solaire et le réseau, ce qui fait qu'il y a une forme d'écran qui conduit au fait que quand il y a une réduction de 3 pour 1000 de la fréquence sur le réseau, les producteurs éoliens et solaires n'en sont pas directement informés. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement, on n'en sait rien, mais c'est le fait d'avoir plus de 75% de production en renouvelable fait que s'il y a eu des variations, et il y en a eu, puisqu'il y a l'historique de l'heure qui précède le blackout montre des instabilités du réseau. S'il y a des instabilités de réseau, elles se sont d'une certaine manière accélérées, et probablement soit par une augmentation de la consommation, soit par une réduction de la consommation non corrélée avec les moyens de production renouvelables. Un premier champ de renouvelables ou alors là, pour le coup, je crois que au sud-ouest de l'Espagne, le sous-réseau était à 148% de production renouvelable, et donc ils exploitaient. Il semble que l'un des problèmes soit venu de cette zone-là, et donc soit par une augmentation de la consommation, soit par une réduction de la consommation, pas complètement corrélée avec sans les bonnes réactions, on fait disjoncter les onduleurs de l'habitude, de 2200 MW, et puis ensuite un deuxième, et puis en quelques secondes, l'ensemble s'est écroulé. Merci pour cette présentation. On repassera la parole tout à l'heure. Antoine, tu veux prendre la parole? Bonjour, merci Hervé pour ce démarrage de réunion très intéressant. Merci à monsieur Bernard Bozami de m'avoir invité. Merci, bonjour mon camarade Michel Bénézit, bonjour Christian Bourgueux pour participer à cette table ronde. Mes amis, eux et pas eux, bonjour. Donc moi, je vais faire un discours tout à fait complémentaire et qui répond très partiellement, mais en partie, à la question de Bernard Bozami, où ça se passe dans l'administration. Donc il faut que je parle un peu longuement de ce que je fais pour que vous compreniez en quoi je réponds en partie, légèrement, très partiellement, à cette question. Depuis les quelques grandes crises qu'a connues la France, notamment dans l'électricité, avec la grande tempête, on a mis en place un système interministériel de crise robuste. Et d'ailleurs, c'était donc déjà en partie lié au problème d'électricité, la grande tempête. Parce que la grande tempête a mis tout le réseau par terre, et les agents d'EDF et de RTE, qui ne s'appelaient peut-être pas RTE à l'époque, je ne me souviens plus très bien, je crois que si, ils ont réussi à tout rétablir, quand même dans des délais assez courts, malgré la difficulté de la tâche. Et donc ça, c'était une crise majeure qui nous a fait tous progresser. Donc moi, je travaille au pôle ministériel équipement, développement durable, c'est-à-dire c'est les ministères qui s'appellent transition écologique, aménagement du territoire, logement, ruralité, et encore un ou deux.
Et nous sommes en plus, et donc dans ce pôle ministériel, je suis au service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité. Il se trouve qu'on est aussi service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère de l'énergie, qui n'est pas stricto sensu dans le pôle ministériel. Donc, moi je m'occupe de trois choses. Je m'occupe avec d'autres, hein. À chaque fois c'est toujours des nous collectifs, hein. C'est une équipe qui fonctionne, c'est pas un individu tout seul. Parce que déjà l'individu tout seul, il n'est pas 7-7, 24-24, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 présent. Alors que quand il s'agit d'une crise, il faut être 7 jours sur 7 présent, 24 heures sur 24, comme les agents de RTE et d'EDF le sont. Collectivement, bien entendu. Personne n'est surhumain. Et donc, je m'occupe avec d'autres de la gestion de crise. Et cette gestion de crise est interministérielle. Je vais y revenir tout de suite. Mais je m'occupe aussi, notamment dans cette gestion de crise, d'anticipation. C'est quoi l'anticipation dans une gestion de crise? C'est voir le coup d'après. C'est-à-dire qu'on est dans une crise, on y répond, et le coup d'après, c'est comment ça peut évoluer, et qu'est-ce qu'il faudra faire si ça évolue d'une façon ou d'une autre, notamment de façon plus grave, et qu'est-ce que l'on peut faire dès à présent pour s'y préparer. Et après, je fais de la stratégie. La stratégie, c'est plutôt de voir ce qui est indispensable, ce qui est prioritaire, notamment dans le cadre d'une future gestion de crise. Donc, gestion de crise, on en a connu une très récemment. Donc, je crois, si je ne me trompe, que c'était le 24 mai. Donc, le 24 mai, il y a une crise tout à fait exceptionnelle, pas par sa taille, mais par sa cause, c'est la crise à Cannes. Donc, des acteurs mal intentionnés ont brûlé une partie d'un transformateur et ont coupé des barres de pylônes de transport d'électricité. Et donc, de nombreuses villes, Cannes, Mandelieu, Mougins, cette petite zone, a été impactée pendant quelques heures. Auparavant, donc en avril, le 29 avril exactement, le 29 avril 2025, il y a eu la crise en Espagne, qui a eu un impact assez fort dans la zone. Très vite, la ligne haute tension a disjoncté, ce qui a épargné les soucis à la France. Mais malgré tout, la crise s'est suffisamment propagée à la France pour qu'il y ait un effet de la crise en France, une situation exceptionnelle là aussi, ou rare, mais qui est prévue et qui est dans les textes, donc qui n'est pas dangereuse, c'est l'arrêt de la centrale de Golfech. La centrale de Golfech est arrêtée parce que justement la fréquence n'était plus satisfaisante, et donc il y a une mesure de sécurité qui fait que les centrales nucléaires s'arrêtent parfois dans ce cadre-là. M. Macheneau pourra nous en parler peut-être plus précisément d'ailleurs. Mais c'est intéressant, cette centrale de Golfech s'est arrêtée. Ensuite, nous aussi mis dans les deux cas en position de gestion de crise. Et comment ça marche? C'est-à-dire que nous avons une salle de crise dans notre pôle ministériel qui est grande, qui a de la place, où tous les acteurs viennent. Quand c'est une crise électrique, la DGEC, EDF, Enedis, RTE, d'autres acteurs concernés qui peuvent être très sensibles à l'électricité, la DGAC par exemple, ou la DGITM, parce que le transport ferroviaire sans électricité, c'est quand même vite un souci. Parce qu'on fonctionne plutôt à l'électricité en France, à un pourcentage très important dans les trains. Donc, comment ça marche une crise en France? Quand il y a une crise électrique, c'est en général notre pôle ministériel qui fait l'essentiel du travail, qui est un travail fastidieux, c'est-à-dire d'avoir d'abord l'annuaire de crise, c'est-à-dire que nous, en permanence, on sait qui sont tous les agents d'astreinte partout dans l'État sur ces thèmes, parce que la crise peut ne pas arriver aux heures ouvrables. Donc, nous pilotons, nous surveillons, nous auditons un système d'astreinte qui est dans toutes les DG. Et donc,
quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, et nous avons bien sûr des personnels d'astreinte, quelles que soient les heures, les heures et les jours de la nuit, nous recevons, nous contactons les personnes, éventuellement nous les faisons venir de façon physique. Maintenant, depuis le Covid, on s'est habitué, et ça c'est une révolution très positive, et qui nous améliore notre résilience énormément, et c'est quelque chose dont on parle peu, mais maintenant les visioconférences sont extrêmement admises, et le travail par audio et vidéo est redoutablement efficace. Donc par exemple aujourd'hui il y a plein de gens qui sont derrière nous à nous écouter sur le cloud. C'est vraiment un système de plus en plus performant. Donc ce qui fait que de jour et de nuit, très rapidement, nous avons tout le kit de personnel compétent, et ensuite, nous y travaillons interministériellement. Donc il y a deux grandes options. Soit le Premier ministre estime que le problème est très très grave, comme c'est le cas dans des cas très importants comme Lubrizol, et on monte en place une cellule interministérielle de crise, et nous sommes à la cellule interministérielle de crise qui est juste à côté d'ici, hein, qui est dans la rue des Saussés, qui donne à la place Beauvau. Donc soit nous sommes dans les sous-sols du ministère de l'Intérieur, et en plus, nous avons notre gros dispositif chez nous pour accueillir tous les visiteurs et pour faire les synthèses. Donc on a un système de centre de crise principal. Voilà. Donc nous avons notre système principal qui est toujours chez nous, où là nous avons énormément de données, nous avons énormément de main-d'œuvre pour malaxer cette donnée, et ensuite nous la remontons en cellule interministérielle de crise chez le Premier ministre, au ministère de l'Intérieur, pour le Premier ministre et le gouvernement. Soit, comme c'est le cas dans les cas que j'ai évoqués, c'est nous qui faisons tout, par contre nous communiquons avec tous les centres de crise. Donc, dans l'État, il y a à peu près une quinzaine de cellules de veille et d'alerte. Donc nous informons cette quinzaine de cellules de veille et d'alerte, et il y a un service de veille chez le Premier ministre qui, lui, a l'obligeance de recevoir ces 1000 messages par jour et de les transférer de façon pertinente, c'est-à-dire triés, aux 60 conseillers qui s'y intéressent. Vous voyez, ils reçoivent 1000 messages, ils ont 60 destinataires, et ils font le tri pour que chacun reçoive les messages pertinents, avec bien sûr à chaque fois un système de compte-rendu journalier, un peu commun à tout le monde, comme ça on voit un petit peu les grandes tendances. Donc, lors de la crise en Espagne, en avril, donc nous avons eu un travail très léger à faire, puisque à Golfech, bah, ils étaient dans leur mode de gestion courant quand même, hein. Donc eux ils savaient faire, rien à dire, et la ligne étant coupée, très vite l'impact sur la France est devenu nul. Mais par contre, et nous avons passé un temps, pas considérable, mais un temps substantiel, on a débunké une fake news. Puisque dans la presse ibérique, il était dit de façon très massive, très redondante, qu'une des raisons, c'est un incendie sur le mont Alaric qui avait brûlé une ligne électrique en France et qui avait posé un problème de ravitaillement de l'Espagne au pire moment. Et donc, on a appelé les SDIS de tous les côtés de la montagne Alaric, du mont Alaric. Je ne savais même pas qu'il y avait un mont Alaric en France. Mais bon, on sait qu'il y a eu la bataille contre Clovis, hein, où le fameux trésor de Jérusalem a été perdu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens avec des pendules qui traînent dans la région, et pas simplement du fait d'une fameuse église, parce qu'il y a aussi le trésor d'Alaric, il ne faut jamais le perdre de vue. Le fameux Alaric du mont Alaric, et celui qui a pris Rome le premier, après Brennus. Et donc, nous, on a débunké cette information, et on l'a tellement fait que, de nos jours, on n'en parle plus. C'est-à-dire qu'actuellement, et ça, j'espère que M. Machenon nous en parlera, nos amis espagnols traquent la vérité. Le gouvernement,
la Commission européenne, des experts indépendants, malaxent des millions de données pour savoir ce qui s'est passé. Et au jour d'aujourd'hui, dans aucune instance officielle, d'aucun type, on a une explication très précise. On connaît les chronologies, on connaît quand il y a eu des coupures, mais on ne sait pas bien pourquoi, et pourquoi après le système il n'a pas été robuste. Voilà. Ensuite, non, mais j'ai parlé d'une autre crise. Non, mais j'ai parlé d'une autre crise. Parce que ce que je tiens à dire, c'est, Bernard Bozamine disait où ça se passe. Eh bien, en cas de crise, ça se passe chez nous. Et ça se passe plutôt relativement bien. Donc maintenant, je vais parler d'une méga crise qui n'a pas eu lieu, mais sur laquelle nous sommes beaucoup mobilisés. Parce que notre centre de crise, il peut s'ouvrir avant la crise. Parce que parfois, une crise est prévisible. Elle n'est pas certaine, mais elle est prévisible. Et donc, quand a eu lieu la dernière grande crise prévisible? Eh bien, la dernière grande crise prévisible dans l'électricité, j'entends. Eh bien, la dernière grande crise électrique prévisible a eu lieu en hiver 2022-2023. Il y avait ce fameux problème de corrosion sous contrainte, qui avait quand même été anticipé dans le passé, parce que quand on fait corrosion sous contrainte sur Internet, on trouve plein de papiers bien avant les années 2020, donc c'est un sujet connu. La corrosion sous contrainte, ça arrive quand vous avez des tensions, de la chaleur et de la pression. Certaines parties se corrodent plus que de raison et à une rapidité plus grande que de raison, et donc le problème se passe à un instant mal détecté, mal détectable. Mais mal détectable, je dirais de façon déterministe. Par contre, quand on fait un coup de contrôle, on le voit. N'ayez pas peur, la corrosion sous contrainte est très suivie. C'est même d'ailleurs pour ça qu'on l'a trouvée, c'est parce qu'on la cherche. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que il y a très longtemps, on a compris qu'il y avait un problème de corrosion sous contrainte, mais on l'a mis en place dans les visites l'ont détecté, et dès qu'on a détecté, ça c'est ce que un de mes grands camarades avait dit depuis longtemps, et lui aussi avait anticipé, je ne sais plus lequel c'est, je crois que c'est Chevet, Pierre-Franck Chevet, j'espère que je ne me trompe pas, mais il avait dit, le parc nucléaire français, de par son homogénéité, sa ressemblance, est très vulnérable à des crises systémiques. C'est quoi une crise systémique? C'est un problème que l'on voit sur une centrale, et qui, par définition, s'il n'est pas aberrant, c'est-à-dire quelqu'un qui tape sur un tube, c'est-à-dire s'il est, je dirais, non lié à la centrale précisément, bah c'est toujours un peu lié, hein, chaque centrale elle joue un peu différemment. Mais donc, un de mes anciens avait dit, mais notre parc est très sensible au risque systémique, qui est que si un problème de conception ou un problème tout court existe et qu'il faudra le vérifier sur toutes les centrales, et un jour peut arriver la malchance où de nombreux réacteurs aient ce problème, et donc on a une crise systémique. Et donc c'est ce qui est arrivé réellement. Il y a eu quand même une crise. C'est ce qui est arrivé réellement avec la corrosion sous contrainte, et donc c'est quand même une crise, même si le niveau de crise était bas, et donc on n'a pas appelé ça crise. Mais c'était quand même une crise, parce que concrètement, un nombre important, je pense que ça a dû dépasser une dizaine de réacteurs, ça M. Machenon nous le précisera peut-être, un nombre important de réacteurs se sont arrêtés, et donc le risque d'un problème était important. Et donc, depuis longtemps on s'y prépare, et donc la France a adopté, ça vous le savez peut-être pas, d'ailleurs l'Espagne peut-être n'a pas ce dispositif en place, parce que ce dont je parle c'est vraiment un dispositif en place. C'est quelque chose d'extrêmement sérieux, avec un travail extrêmement important de beaucoup d'agents de l'État et des compagnies électriques. C'est le système du délestage. En France, on veut éviter le blackout. Ça aussi, si M. Machenon peut nous dire un mot, c'est intéressant. Et mes amis aussi, hein, j'imagine. Je connais moins leur relation avec l'électricité. Qu'est-ce que le délestage? Le délestage, c'est le fait de couper des petites zones de territoire d'électricité
et ça rééquilibre le décalage offre-demande. Et donc, au lieu d'avoir un gros blackout, on déleste. Et donc, on déleste de la quantité nécessaire. Et donc, qu'est-ce que l'on prépare d'avance? C'est une carte de canton. Donc, on a une carte de canton électrique en France. Donc, c'est-à-dire un nombre énorme de petites cellules en France. Je ne sais pas le nom, hein, mais il est très important. C'est pour ça que le mot canton est assez bon. Je pense que ça correspond un petit peu au canton. Et donc, dans chacun de ces cantons, les pouvoirs publics s'informent auprès et de la population et surtout des réseaux compétents en termes de sécurité sanitaire, de sécurité tout court, pour savoir les endroits où les coupures de courant sont très graves. Et donc c'est le cas par exemple dans des cantons où il y a énormément de gens qui sont en soins à domicile. Et donc ensuite on va assez loin, puisque dans les cantons que l'on pense un peu incontournables, on va chez les gens et on leur propose des soins à domicile avec des batteries. Ensuite, on a travaillé avec les opérateurs de téléphonie et donc ils ont des batteries qui leur permettent de tenir un certain temps. La France, donc ça c'est un débat permanent, la France ayant choisi le délestage, la taille des batteries des opérateurs téléphoniques est consistant avec le délestage. Parce que le délestage, c'est quoi? C'est vous avez une carte des cantons. Et donc maintenant, depuis quelque temps, on a décidé d'avertir les Français. Donc c'était ce qui était prévu en 2022. Donc en 2022, c'est la dernière fois où on a pré-travaillé ce dispositif. Et donc on avait décidé de prévenir les Français. Et donc les Français savent quels sont les cantons délestés. Et ce délestage, il est relativement court temporellement. Comme ça, l'effet, par exemple, sur les frigos, oui, par exemple, on fait un système de délestage où tout opérateur de frigo, ou aucun opérateur de frigo ne perd sa marchandise, ou tous les opérateurs ne perdent pas leur marchandise. C'est-à-dire qu'on cale ça sur les frigos, comme ça, le frigo, il a le temps de ne pas dégeler. Et donc comment on fait? Eh bien, on déleste avec une durée temporelle bien précise, et donc on fait tourner. Oui, c'est-à-dire on fait tourner le temps qu'il faut. Et donc, en 2022-2023, qu'est-ce qu'on avait fait? On s'était préparé mentalement et administrativement à le faire. C'était relativement avancé. On avait revérifié, je crois, 1 ou 2 ans avant, tous les cantons pour voir s'il y avait des choses nouvelles à dire, etc., etc. Et finalement, en parallèle, le ministère de l'écologie a fait une campagne très importante d'économie d'énergie, c'est-à-dire de tous les gestes qu'ils font. Déjà, on ne l'a pas nié. C'est-à-dire qu'en 2022-2023, le gouvernement et EDF n'ont pas nié qu'il y avait un risque. C'est-à-dire qu'on a assumé qu'il y ait un risque. Et donc, la communication gouvernementale sur les économies, c'était comme un peu à l'époque des anti-gaspi, à la suite du choc pétrolier. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette campagne anti-gaspi. Je termine. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette campagne anti-gaspi. Mais moi, j'étais petit et je travaillais dans une station-service, donc je distribuais les kits anti-gaspi. C'était après le choc pétrolier, parce que moi, j'étais enfant après le choc pétrolier. Et ben, je distribuais des kits anti-gaspi à tous ceux qui prenaient le plein, pour dire voilà comment vous pouvez faire pour rouler moins vite, etc. Et ben donc, on a fait la même chose en l'hiver 2022-2023. On a aussi poussé tous ceux qui pouvaient passer de l'électricité au gaz à le faire. Donc le switch, on a fait ça au maximum. Et donc à la fin des fins, malgré la corrosion sous contrainte qui était là, grâce aussi aux imports, et ben à la fin des fins, il n'y a pas eu de délestage, il n'y a pas eu une grande crise. Mais par contre, et je terminerai là-dessus, et vous voyez, on faisait de l'interministériel, on travaillait avec les opérateurs, on travaillait avec les citoyens français. Et ben avant la crise, on s'est mis en mode crise, et bien là, l'État a parfaitement fonctionné. Et donc finalement, la leçon que je retiens, à la fois positive et peut-être un peu moins positive, parce que c'est le verre plein à moitié plein ou le verre à moitié plein, c'est qu'en crise, l'État, il sait faire l'interministériel. En crise, l'État sait faire l'anticipation. En crise, l'État sait faire la stratégie.
en crise, l'État sait fonctionner. Et malheureusement, notamment suite aux différents drames qui ont eu lieu récemment, d'abord l'attaque des voies ferroviaires aux Jeux Olympiques, l'attaque récemment à Cannes, d'autres opérations, malheureusement, on voit que la gestion en mode de crise devient un indispensable. Toutes les administrations maintenant savent le faire. Il y a 15 centres dans chaque domaine. Donc il y a 15 centres de veille et d'alerte. Oui, c'est imaginer la quantité d'informations qu'on traite. Et 60 conseillers du Premier ministre reçoivent des informations très cylindrées, très petites, parce que pour que ça marche, il faut que dans ces 60 domaines, ces milliers de messages, il faut bien sûr qu'un seul conseiller ne reçoive que 4, 5, 6 messages par jour, autrement c'est noyé. C'est du spam. Et donc, je termine là-dessus, l'État, il sait fonctionner en interministériel en crise, à nous tous, collectivement, de faire en sorte qu'il arrive à remonter ça avant la crise. Voilà, merci. Merci pour cette intervention. Avant de passer la parole à Christian, j'ai une question qui est une grande stupidité, mais par rapport à ce qu'a dit Hervé Machetot. Puisqu'il y a autant de gens aussi intelligents dans des salles qui sont d'aussi bonne qualité avec autant de matériel, comment ça se fait que vous continuez à mettre de l'argent dans des énergies renouvelables en excès dont il est avéré que c'est elles qui sont à la cause des crises, des pannes, des délestages dont vous parlez à l'instant? Vous avez ça très bien à l'instantané, mais vous prenez à l'heure actuelle, comme vient de dire Hervé, vous continuez à développer de l'éolien offshore, vous continuez à développer du photovoltaïque un peu partout, etc., qui sont à la racine du problème. Déjà, c'est pas du tout vrai. Bon. C'est pas du tout vrai. Au moins, tu l'avoues. C'est pas du tout vrai. Non, c'est faux. C'est une fake news. Ce que dit M. Bernard Bozamy, c'est une fake news. Complètement vrai. Pourquoi c'est une fake news? Il faut le laisser s'exprimer. Pourquoi c'est une fake news? Parce que dans tous les cas que j'ai évoqués, à Cannes, c'est une fake news. À Cannes, ce sont des saboteurs. Est-ce que ce sont des terroristes? C'est un débat. Est-ce que ce sont des gens pilotés par une puissance étrangère, comme ça a été le cas à Superphénix? La question n'est pas de Cannes. Moi, je si. Du Texas, il y a en 2021. Non, mais moi, je suis en France. En Texas, en 2021, il y a eu une panne qui a affecté les 3/4 du Texas pendant 3 jours. 75% de l'ensemble du Texas a été privé d'électricité. Raison effective, les éoliennes n'ont pas fonctionné parce qu'il faisait trop froid. Or, personne n'avait fait le bilan correctement du taux de fonctionnement des éoliennes par temps froid. Personne n'avait fait le bilan des températures réelles qui s'étaient produites au Texas par le passé. Et personne n'avait fait fonctionner ces éoliennes-là au Canada pendant quelques années pour vérifier qu'elles fonctionnaient par temps froid. Donc c'est entièrement dû au fait que les Texans avaient décidé de s'équiper de manière privilégiée avec des éoliennes. Point final. Oui, mais bon, on ne peut pas non plus... Non, mais c'est des Texans, ce sont des imbéciles. Non, non, ce ne sont pas des imbéciles parce que on comprend les Texans. Moi, là, pour le coup, je ne leur en veux pas tellement aux Texans. Alors, ils ont viré l'ensemble des gens qui avaient fait. Pourquoi pas? Mais ça, c'est normal, c'est le mode américain. Donc ça, nous c'est anglo-saxon. C'est pas le sujet. Si, un peu quand même. Mais on peut pas reprocher aux Texans de ne pas avoir imaginé. Pour le coup, ils ont pas anticipé. Les Texans n'ont pas anticipé qu'il y aurait un jour un basculement du vortex et qu'il fasse un froid polaire au Texas. Maintenant, mais ils auraient pu l'anticiper en regardant les températures par le passé. Ça s'était déjà produit. De même qu'à Fukushima, il y avait eu des tremblements de terre qui étaient d'importance plus élevée. Après, je reviens au risque de délestage qu'on a eu dans l'hiver 2022-2023. C'était en rien lié aux énergies renouvelables. C'était lié à la corrosion sous contrainte. La corrosion sous contrainte, c'est dans les centrales nucléaires, zéro rapport avec les renouvelables. 3. Je vous encourage à regarder la dernière publication de la SFEN, la Société française d'énergie nucléaire. Elle revient sur la modulation, dans son dernier papier sur la gestion du parc nucléaire, et elle dit qu'en France, la modulation pour cause d'énergie renouvelable, c'est 7 TWh. Comparé 7 TWh, si vous l'employez 6 heures par jour, ça ferait 3 gigawatts. Quand vous le comparez aux 63 gigawatts de la production d'électricité nucléaire en France, c'est une toute petite partie. Et donc ça veut dire qu'on peut encore développer des énergies renouvelables largement, pas
à 100% de capacité. Ça n'a jamais été prévu. La France n'a jamais prévu de faire 100% de capacité d'énergie renouvelable. Pas du tout. On prévoit de nombreux gigawatts dans la PPE qui est en ce moment débattue en commission à l'Assemblée nationale. Avec le succès qu'on sait. Donc, bon, attendez. il est évident. Non, non, mais je termine, mais il est évident que. Non, non, mais je termine sur une dernière phrase. Avec les données données par la SFEN, avec les données que la SFEN nous donne il y a quelques jours sur son site web, il est évident que les chiffres qui viennent d'être discutés en commission économique de l'Assemblée nationale et qui sont dans la loi de Grémillet, les quantités de renouvelables et les quantités de nucléaire n'ont aucune chance de faire qu'on s'approche d'un délestage. Et donc moi je fais le pari que d'ici 15 ans, il n'y aura pas de délestage en France du fait des énergies renouvelables. Non, bravo. Monsieur. Mon seul point, c'était de savoir si le débat avait commencé. Parce que si Non. le débat avait commencé, On j'aurais fait que été rigoler, heureux d'y participer, en particulier sur le problème en Espagne. Mais je pense que le débat n'a pas commencé. J'en sais Donc, rien, on on continue verra les ça à la fin. présentations. Mais ce que vient de dire, c'est tout à fait juste. Les renouvelables, c'est un sujet qui est en train d'être traité. Il y a un équilibre à trouver, mais je dirais il faut se replonger un siècle en arrière avec le début des chemins de fer. Il y avait des accidents parce qu'on ne savait pas bien faire. Mais un jour, avec les renouvelables, on saura bien faire et on saura faire l'équilibre avec le nucléaire. Et après, bien évidemment, non, mais je ne parle, je dis juste une phrase, je ne parle que pour la France, parce qu'évidemment, je suis un fonctionnaire français, pas autant de Napoléon, donc je ne parle que pour la France. Les autres pays, je les regarde, mais moi, je ne parle que pour la France concernant le risque de délestage. Alors, on va un petit peu prendre du recul par rapport à ce qui est français ou ce qui est Espagne. Moi, je vais vous parler d'une discipline qui est sous-jacente aux deux conversations, aux deux exposés qui ont précédé, c'est la sûreté de fonctionnement du système électrique français, du système électrique espagnol. Et je le replace dans un cadre plus large, c'est celui de la sûreté de fonctionnement des systèmes. Il y a beaucoup de choses qui sont des systèmes, une organisation, une entreprise, un ordinateur, un système de logistique, tout ça, ce sont des systèmes qui peuvent s'analyser tous avec la même méthodologie, qui est d'assurer un maximum de qualité de service. Les systèmes sont composés, bien sûr, de sous-systèmes. On peut prendre l'exemple du corps humain. Vous avez le sous-système respiratoire, le sous-système urinaire, etc., sanguin. Et ces sous-systèmes interagissent les uns avec les autres. La sûreté de fonctionnement des systèmes, c'est de la manière d'architecturer le système pour que, comme on l'a dit tout à l'heure, que s'il arrive quelque chose, eh bien, on peut, dès la conception du système, chercher à analyser ou à spécifier que, par exemple, on ne veut pas d'effet domino. On ne veut pas qu'un sous-système en panne fasse écrouler ceux qui sont à côté. Ça, ce sont en général des choses qu'on spécifie au départ du système. Si on ne l'a pas fait, il est encore temps de le faire pendant la vie du système. Et il existe aussi des analyses de sûreté de fonctionnement et des actions correctives que l'on peut mener. Mais je comprends que dans le cadre des services de l'État, on ne va pas reprendre le débat, mais que ces analyses en fait de délestage, on en a parlé tout à l'heure, ben, finalement cherchent à conceptualiser les modes dégradés du système. C'est-à-dire quand le système ne marche pas 100% du temps à 100% de sa capacité, il va entrer dans un mode dégradé. Un ou plusieurs d'ailleurs. Chaque sous-système qui tombe en panne va faire écrouler une partie du système, ce qu'on appelle le pourcentage d'impact, pendant un certain temps, qu'on appelle le downtime. Et alors, si c'est une panne totale, ben, le downtime, vous le prenez en pleine poire, quoi, c'est 100% d'impact. Si c'est 10% du système qui tombe, bien, vous allez affecter le downtime de 10%, et ainsi définir une qualité de service pour le système. Alors, cette qualité de service, elle s'exprime souvent par un chiffre qui s'approche de 99, quelque chose %, qui définit pendant
pendant combien de temps le système a fonctionné correctement et en général, lors de la conception du système, on définit ce qu'on appelle un contrat, ce que Bernard avait appelé dans son papier un contrat de qualité. Par exemple, dans les télécoms, les contrats qui régissent les réseaux mobiles de Orange, SFR, Bouygues Télécom, ont ce qu'on appelle les 5-9, c'est-à-dire vous avez 99,999% du temps, le système doit fonctionner. Alors, quand vous faites le calcul sur le nombre de minutes par an, ben ça tombe sur 5 minutes. On a droit à 5 minutes de panne pour un système de radiocommunication mobile. C'est-à-dire c'est les téléphones mobiles. Pourquoi? Parce que ces réseaux-là, ils sont utilisés par tous les services de secours. Les chirurgiens, les hôpitaux, les pompiers. Bon, je ne parle pas des forces de police qui ont leur propre système. Je t'interromps une seconde. C'est les chiffres dont tu parles, c'est une moyenne sur la population, c'est vrai pour chaque personne qui doit avoir cette C'est pour le réseau, dans sa globalité. D'accord. Donc chaque personne a droit à ça, en définitive. Voilà. Mais alors, on pourrait parler de la fiabilité du système de télécom. Alors, le système doit être très très fiable, le système d'infrastructure de télécom doit être très très fiable. Par contre, ce qui écroule la fiabilité, c'est en général tout simplement la recharge du téléphone mobile. Et là, on tombe à 2,9, 99,0. Donc en fait, ce sont les pratiques humaines qui dégradent le service rendu globalement. Alors, donc on a des objectifs qu'on doit spécifier lors de la conception du système. Cet objectif général qui doit fonctionner 100% du temps et 100% de sa capacité. Et s'il ne le fait pas, on admet qu'il puisse y avoir des modes dégradés. D'ailleurs, la beauté de cette théorie, de cette technique, c'est qu'on n'a pas besoin de comprendre pourquoi ça va tomber en panne pour analyser l'effet que ça va avoir. Par exemple, on a cité le cas tout à l'heure d'un pilier d'électricité qui a été scié à la base. Bon, ça peut être que ça a été scié à la base ou toute autre cause de panne, mais on peut, à la conception du système, se dire, si cette artère tombe, qu'est-ce qui se passe? Et on peut le faire dès la conception du système, et si on ne l'a pas fait, on peut le faire pendant. Et réfléchir à ça. C'est un peu d'ailleurs ce qu'a fait le ministère avec sa stratégie de délestage. Tout à fait. Voilà, alors, qualité de service, on en a parlé. Alors, on voit bien que c'est un peu comme un bateau, si vous voulez. Prenez le Titanic. Titanic, s'il avait été bien conçu, il n'aurait pas coulé au milieu de l'Atlantique. Donc, en fait, la faille de fiabilité du Titanic, c'est le compartimentage des compartiments étanches, bien sûr. Hein. Donc, ça, c'est de la conception. Bon. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent au moment de la conception du système. Une des premières choses qu'on veut absolument, c'est le péché mortel, c'est que tout tombe en panne d'un seul coup. Hein. C'est bien sûr. On a parlé tout à l'heure effectivement des centrales nucléaires qui pouvaient avoir toutes le même défaut congénital. Et à ce moment-là, le système qui a, mettons, on va prendre un exemple, 10 centrales nucléaires, les lois de probabilité, si on considère qu'il y a une probabilité de panne sur une centrale qui est de X% ou de X millième, et qu'on compose ça avec les autres centrales nucléaires, en supposant que ce sont des événements indépendants, c'est une fausse hypothèse, puisque, justement, comme on l'a dit tout à l'heure, les événements sont corrélés. Donc ça, c'est intégré aussi dans les modèles de sûreté de fonctionnement des systèmes. Est-ce qu'on a affaire à des sous-systèmes indépendants qui fonctionnent chacun différemment, ou est-ce qu'ils fonctionnent tous pareil? Voilà, avec corrélation ou pas corrélation. Après, pour les modes dégradés, bien souvent, quand vous avez quelque chose qui tombe en panne, bien sûr, l'objectif, c'est que ça redémarre le plus vite possible. Justement pour avoir un downtime le plus bref possible, pour restituer le service. Ça, c'est clair. Alors maintenant, là, je ne parle pas de centrale nucléaire, mais par exemple en télécom, on définit, lorsqu'il y a des pannes de mode dégradé,
que le système doit repartir en un temps minimum. Et il y a des stratégies qu'on peut avoir, d'avoir des ressources supplémentaires qui sont prêtes à prendre le relais immédiatement, avec un temps de basculement très court. S'il y a des ressources redondantes, dans ce cas-là, on a une très très bonne qualité de service, parce qu'on l'a prévu à l'avance. Et si on ne prévoit pas, ben on se prend la panne en bas dégradé en pleine figure. Et là, on doit restituer le service très vite. Et là, il y a aussi une façon de concevoir les logiciels pour que ça redémarre très vite. Alors, c'est ce qu'on appelle les logiciels de défense et reconfiguration. Ça aussi, c'est des choses qu'on fait en conception. Définir, s'il se passe quelque chose, comment on redémarre. Quelle est la façon la plus rapide de redémarrer? Quelle ressource va s'en occuper? Est-ce qu'il y a des ordinateurs en tandem, par exemple, qui sont prêts à redémarrer? Alors, soit ils redémarrent à partir d'un contexte zéro, soit ils suivent l'ordinateur en tandem, peut suivre en temps réel ce que fait le principal ordinateur qui régit le système, enfin, le sous-système, et à ce moment-là, le processeur en tandem est capable de redémarrer tout de suite, parce qu'il a déjà tous les contextes. Il les reçoit périodiquement de son petit copain. Donc il y a plein de stratégies logicielles qu'on peut mettre en place en défense et reconfiguration qui améliorent la sûreté de fonctionnement du système. Hein, donc ce n'est pas que du matériel, c'est aussi du logiciel. Par exemple, on a parlé tout à l'heure du délestage. Ben, la gestion logicielle du trafic à un niveau global peut faire l'objet d'un logiciel de répartition de charges intelligent, peut-être avec de l'intelligence artificielle, on verra ça. Je voulais juste vous donner cet aperçu qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour améliorer la sûreté de fonctionnement du système. On peut aussi architecturer, j'en ai pas beaucoup parlé, mais dans un système, vous avez des boîtes qui communiquent par des segments. Ça forme un graphe. Ce graphe, on peut le changer pour avoir soit du routage unique d'un point du réseau à un autre point, aller à l'autre extrémité du réseau, et il n'y a qu'un seul routage, et il est fixe. Si quelque chose tombe en panne sur le parcours, c'est mort. Ou alors, vous pouvez avoir des routages automatiques. Comment on dit, des façons intelligentes de retrouver la communication entre un point avec une extrémité du réseau avec un autre à l'autre extrémité du réseau. Donc voilà, quelques aperçus sur toutes les choses qu'on peut faire. Voilà, et on peut aussi travailler. Alors pour un module particulier, on en a parlé tout à l'heure dans les deux précédentes interventions, c'est la question du stress. Chaque module ou chaque sous-système est prévu pour un certain fonctionnement, un certain trafic. Si maintenant vous lui mettez 110 ou 150% de trafic, les files d'attente vont commencer à s'engorger et toutes les conditions sont réunies pour un plantage du logiciel. Donc il faut que les ressources soient bien dimensionnées vis-à-vis du stress du système, du sous-système. Le stress peut être aussi de la température, on en a parlé pour le Texas. Tout équipement, de façon générale, plus il est chaud, moins il est fiable. Il existe aussi dans cette discipline de la fiabilité des facteurs multiplicatifs de la densité de panne par unité de temps. Quand un équipement fonctionne à, mettons, 10, 20, 50 degrés de plus que prévu, eh bien, vous avez un facteur multiplicatif sur la probabilité de panne. C'est d'ailleurs des techniques qu'on utilise pour stresser un produit avant de le mettre sur le terrain. On va le mettre en surcharge, soit en trafic, soit en température, soit ça peut être de la surcharge mécanique avec des vibrations par exemple, des chocs. Tout ça, ça fait partie de cette discipline de la sûreté de fonctionnement et de la fiabilité. Voilà, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Présentation. Michel, D'abord, pardon pour mon retard, pas grave. mais ça, c'est pas un ascenseur, hein. Ça va beaucoup plus lentement. Voilà. Que vous dire? J'ai envie de parler de quelques événements que j'ai vécus dans différents postes
soit administratif, soit dans l'industrie, au cours de ma carrière. D'abord, vu du côté de l'État, j'ai été le témoin effaré de la réaction du système public à un projet de ligne électrique qui était, tout le monde en était d'accord, parfaitement indispensable. Je ne sais pas si Hervé Marchelot en a parlé avant mon arrivée, la traversée des Pyrénées. Casaril-Tarragone. Alors, c'est un problème d'électricité bien connu. Pour alimenter l'Espagne, qui était déficitaire en électricité, il y avait deux lignes largement insuffisantes parce que la consommation espagnole avait augmenté. L'une qui passait le long de la côte méditerranéenne et l'autre le long de la côte atlantique. Et il fallait, pour boucler le système dans des conditions confortables, il fallait une troisième ligne et si possible au milieu. Bon, alors il fallait trouver un col et faire passer une ligne à haute tension à travers les Pyrénées, à peu près au milieu. Ça a mis 20 ans, je n'ai pas compté, mais au moins 20 ans, parce que les études techniques ont été faites très rapidement. Il y avait un certain nombre de passages possibles pour la troisième ligne au milieu de la chaîne. Mais alors, entre la vallée qui était impraticable parce que c'était un endroit où le roi d'Espagne allait faire du ski hors piste et qu'il n'était pas question qu'il voie des pylônes en faisant son sport. Il y avait des histoires avec des petites marmottes qu'il ne fallait pas déranger. Enfin bref, ce projet de ligne s'est baladé d'un col à l'autre pendant des années et des années, et finalement la ligne ne s'est pas faite comme ça. On a profité de la construction d'une ligne de chemin de fer le long de la côte méditerranéenne pour faire à grands frais un passage de ligne électrique. Alors c'était compliqué parce qu'il a fallu que cette ligne, ça ne soit pas du courant alternatif mais du courant continu. Et ça, ça veut dire déonduler au départ et réonduler à l'arrivée. Enfin bref, ça a coûté X fois le prix et Y années de retard. Sans compter que les Espagnols étaient plus en avance que les Français. Moi, à l'époque, j'étais à Matignon et pour essayer de ne pas être totalement ridicule dans les réunions bilatérales avec le gouvernement espagnol, j'ai été amené, maintenant c'est prescrit, donc je peux le dire, j'ai été amené à faire des faux. Il y a une machine à signer. J'ai fait signer la machine au nom d'un ministre qui avait démissionné, en mettant une fausse date. Bon, c'est des choses qu'il faut savoir faire quand on est fonctionnaire. On serre les fesses en attendant que ça se passe, et puis 15 ans après, ou 20 ans après, on peut le raconter. C'est ce que je fais aujourd'hui. On n'a pas eu, pendant toute la période de blackout espagnol, en tout cas imputable à ce déficit d'approvisionnement de l'Espagne. Les autres sujets dont je veux vous parler, alors c'est plus, mais avec ma casquette de pétrolier ou de gazier que avec mes souvenirs d'électricien que je voudrais vous entretenir. Les causes des pannes sont généralement humaines dans mon autre métier. La cause de panne principale s'appelle la CGT. J'espère que je ne choque personne, mais c'est pourtant bien la triste vérité. Alors, il y a une deuxième cause qui est au moins aussi grave,
qui s'appelle la haute fonction publique française. Je vais commencer par la seconde. L'aéroport de Nice, il est approvisionné en carburéacteur par une noria de camions qui descendent d'un stockage qui est le long d'un pipeline qui passe dans un petit bled tout à fait charmant qui s'appelle le Puget. Bon, et les camions donc partent le matin très tôt du Puget et vont remplir des cuves qui sont à l'aéroport de Nice. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe le soir? Le soir, le trafic routier s'arrête parce que les chauffeurs n'ont pas le droit de rouler la nuit, ce qui est normal. C'est comme ça depuis que le monde est monde. Les transports de matières dangereuses, si on peut éviter de les faire de nuit, c'est préférable. Donc, le soir, ça s'arrête. Alors, les camions s'arrêtent et sont stockés au Puget d'une part, et sur le tarmac de l'aéroport d'autre part. Tout ça est très logique. Le seul problème, c'est qu'il y avait un agent de l'État, un ingénieur du corps d'exécution du corps des mines dont le nom m'échappe, qui avait sans doute un compte à régler avec son employeur et qui a dressé un procès verbal en disant les camions sont stockés à l'aéroport et ça, si on ajoute la capacité des cuves de carburéacteurs de l'aéroport à la capacité des réservoirs des camions, on excède le litrage de l'arrêté de classement. Donc, il y a infraction, et donc je dépose plainte contre le gérant de... Alors bon, le gérant, c'était gestion tournante, donc c'est tombé sur, je crois, SO, ou, enfin pas moi en tout cas. Mais enfin, le français de la bande, et donc mes petits camarades, il y avait SO, Shell et nous. Ils nous ont demandé de nous en occuper. Alors, on a regardé, on a essayé de demander au chef du type qui avait pris le mort aux dents de retirer sa plainte. Naturellement, il s'est braqué et on s'est trouvé face à un infaisable administratif. Bon, alors j'ai un peu quelques mille au compteur et je connaissais un peu l'administration. Le préfet des Alpes-Maritimes avait été quelques années avant un de mes bons copains. Et donc, j'ai eu une idée qui a marché et qui a consisté à envoyer le patron des activités de distribution de carburéacteurs en France, voir le préfet des Alpes-Maritimes. Alors, il s'est introduit dans le bureau sans rendez-vous. Il faut dire que le gars était un bon total major de l'ESSEC de son état, mais sénégalais, un grand Wolof de 1,95 m, alors que le préfet, je m'étais renseigné, était un tout petit bonhomme de 1,55 m. Et le type s'est penché sur le bureau du préfet en disant « Monsieur le préfet, c'est intolérable quand on s'appelle Total d'être accusé de mettre en danger la vie d'autrui. Donc, on va chercher une autre façon d'approvisionner l'aéroport, mais en attendant, on arrête d'alimenter les cuves de l'aéroport. Et donc, il y a encore 3 jours de carburant, et après c'est fini. Le préfet est devenu blême, c'était au mois de juin, et il a dit, mais le festival de Cannes, mais l'autre a dit, festival de quoi? Je ne suis pas au courant. Moi, je sais que tant que le procureur général, qui était montgolfier à l'époque, ne retire pas sa plainte, moi, je pose le crayon. Il est hors de question que je mette en danger la vie d'autrui par incompétence de mes subordonnés. Inutile de vous dire que le soir même
l'arrêté du type en question a été rapporté. Et après, je me suis arrangé avec mes copains du corps des mines pour qu'on se souvienne dans la poursuite de la carrière de cet agent d'exécution un peu trop diligent. Voilà. Donc, la crise a été créée par un fonctionnaire de la DREAL. Tu t'arrêtes là-dessus, Michel? Je voudrais également parler d'un autre cas qui est également assez rigolo. C'est qu'est-ce qui se passe quand la CGT prend le système de distribution de carburant en otage. Vous êtes tous, sauf peut-être un ou deux, suffisamment âgés pour avoir connu les épisodes où la France s'est vidée de ses réserves de carburant parce que la CGT avait pris les camions en otage. C'est un événement contre lequel on ne peut pas faire grand-chose. Il suffit d'attendre. Il suffit d'attendre. Dans ma carrière, ça s'est produit 2 fois. Et les 2 fois en France. C'est une particularité hexagonale. Ça n'existe pas dans les autres pays. Il y a des problèmes d'approvisionnement assez souvent ailleurs, mais ce sont les problèmes liés à des événements climatiques, des cyclones, des tempêtes, ce que vous voulez, mais qu'une partie de la population, une petite partie de la population, bloque le système et vide les cuves des opérateurs pétroliers, ça, c'est chez nous. Voilà. Merci beaucoup, Michel. On va prendre quelques questions. L'assistant va faire circuler le micro. Il n'y a qu'un seul micro. Oui, merci. Je voudrais revenir sur le premier exposé, la celui de Machemeau, pour dire que je suis entièrement d'accord sur tout ce qu'il a dit, y compris dans les détails, mais je voudrais juste ajouter une ou deux choses. Pour moi, ce qui s'est passé en Espagne, c'est l'exemple même de ce qui peut se passer en France si on continue la politique énergétique comme actuellement. L'Espagne, c'est un bel exemple parce que c'est un pays qui est mal interconnecté en matière électrique. D'ailleurs, René hésite à donner dans le détail une affaire que de mon côté j'avais un peu connue aussi. On pourrait aussi rajouter simplement que toutes les procédures qui avaient été engagées pendant des années et des années avec des appels en cassation, un tribunal administratif, au Conseil d'État, tout ce que vous voulez, tout avait abouti et il n'y avait plus qu'à donner l'autorisation finale, la signature du Premier ministre. Et au moment où elle devait intervenir, il y a eu un changement de gouvernement. C'est M. Juppé qui est devenu Premier ministre. Et l'une de ses premières décisions, ça a été de se balader dans le coin avec sa ministre de l'Environnement pour aller expliquer pour aller dire aux habitants d'un petit village que vous en faites pas, il n'y aura plus de ligne, je m'oppose à la ligne. Moyennant quoi, donc l'Espagne est encore très mal interconnectée, peut-être 1000 mégawatts et puis d'autres lignes en construction, pas 1000 mégawatts depuis la France, un petit peu depuis le Maroc, je crois. Et puis pour le reste, une ligne à 380 000 volts, si on ne la fait pas, il faut la remplacer par au moins 3 lignes à 220 000 volts. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Et on est en train d'en construire une en particulier qui passe sous la mer, donc qui passe en courant continu. Enfin, tout ça, ça vaut des fortunes, de plusieurs milliards d'euros, simplement parce qu'on n'a pas fait l'interconnexion qui était toute prête à être réalisée à une certaine époque. Donc ce que je voudrais dire, pourquoi l'Espagne est un bel exemple, donc un peu caricatural à cause du manque d'interconnexion, alors que la France est au contraire relativement bien interconnectée, peut trouver des secours éventuellement venant de l'étranger, c'est que, et par ailleurs, la politique espagnole, depuis longtemps, c'était de donner la priorité aux énergies renouvelables non gérables.
c'est-à-dire pas l'hydraulique au fil de l'eau, je parle de l'éolien et du photovoltaïque. Et ce qui s'est passé, on ne veut pas en parler parce que on fait soi-disant des études pour savoir ce qui s'est passé, etc. Le tout, c'est pour que le résultat des études ne soit disponible que quand on aura oublié tout ça. Bon. Mais c'est un très bel exemple dont il faut se souvenir. Deuxième remarque, c'est que des cas de blackout, il y a un autre dont on ne parle jamais et qui pourtant peut se répéter tous les ans. Ça tient au fait que le jour où la consommation est la plus importante, ça se passe en général janvier, février, ça dépend des années, ça se passe vers le soir, donc à un moment où il n'y a plus de photovoltaïque parce qu'il fait noir, et pour peu qu'il y ait un anticyclone qui bloque le vent, ben, il n'y a plus d'énergie renouvelable non gérable. Et à ce moment-là, si la proportion de ces énergies renouvelables est très importante par rapport à la puissance disponible d'énergie traditionnelle, nucléaire y compris, eh bien, le réseau s'effondre pour peu qu'il n'y ait pas de secours suffisant de la part des pays étrangers. Donc ça, c'était une de mes remarques. Une autre, c'est que la politique énergétique, on la fonde toujours sur des prévisions de consommation. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes dans la salle qui savent quelle est la consommation d'électricité d'aujourd'hui comparée, enfin l'année dernière, disons, comparée à celle de 2000. Vous savez quelle est la proportion? Il y en a un, c'est la même, à 5% près, ça n'a pas bougé depuis 25 ans. Et donc personne à cette époque-là n'imaginait que ça se passerait comme ça. Donc vous pouvez faire toute une prévision de consommation. Si vous avez envie à la fois de faire du nucléaire et de faire des énergies renouvelables, eh bien, vous prévoyez une consommation suffisamment en augmentation pour qu'il y ait de la place pour les deux. C'est ce qui est en train de se faire, avec l'idée que les énergies renouvelables se développeront un peu plus vite que la production nucléaire qui prend en général une bonne dizaine d'années avant de donner ses fruits. Voilà, c'est ce que je voulais souligner, c'est que l'optimisme qui a été dont il a été fait état autour de cette table à un certain moment, je pense qu'il n'est pas du tout fondé. Merci pour cette intervention. Monsieur, attendez, on va passer le micro. Vous parlez dans le micro, s'il vous plaît. Oui, Dominique Chauvin, prospectiviste. Bon, j'ai plusieurs commentaires. Le premier, il est sur les renouvelables, puisque ça a été le sujet, avec cette mention. Mais pourquoi vous développez les renouvelables si c'est mauvais? La question, c'est vous, c'est qui vous? En fait, les renouvelables se développent par un certain nombre d'opérateurs privés. Je pense à Total, je pense à Engie, je pense à un certain nombre de PME pure players du photovoltaïque qui le font pour une seule raison, c'est que c'est très rentable. Et même, il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, c'est que si jadis on parlait des renouvelables, en leur trouvant beaucoup de défauts, aujourd'hui il faut parler des renouvelables et des batteries stationnaires. Et c'est le couple renouvelable plus batterie stationnaire qu'il faut considérer aujourd'hui. À la présentation de Total au Carrousel du Louvre, j'ai dit, mais pourquoi vous ne dites pas que le photovoltaïque avec les batteries, c'est très, très, très rentable? Parce que tel est le sujet. Du coup, il y a quelque chose qui se développe parce que c'est rentable. Et vous avez une croissance à 2 chiffres. Laisse-le finir. Vous avez une croissance à 2 chiffres. Je ne connais pas beaucoup d'industries lourdes qui se développent à 2 chiffres. Bon, je ne voudrais pas insister davantage là-dessus, hein, mais vous savez comme moi, sans doute, que le champ photovoltaïque le plus grand du monde actuellement, il est développé par Total, avec Adani. Et c'est un champ qui est grand comme 6 fois Paris. Il faut 15 heures en voiture pour faire le tour. Et des champs de ce calibre-là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et au niveau du photovoltaïque dans le monde, il faut commencer à réfléchir
en milliers de gigawatts. Je rappelle que c'est quelque chose qui a démarré sur une paillasse quelque part il y a quelques années. Pour revenir maintenant au sujet du blackout en Espagne, il faudrait s'interroger si ce n'est pas simplement une erreur de management. Je m'explique. On a dit que ce blackout a eu lieu à 12h30. Mais en fait, ce n'est pas 12h30, c'est 10h30 GMT. Et cette différence, c'est très important à comprendre et c'est la clé du raisonnement. D'un raisonnement que j'ai envoyé au patron de RTE pour qu'il me réponde. Bien entendu, il ne m'a jamais répondu. Et c'est un argument que j'ai développé dans tout le groupe d'experts du comité énergie des ingénieurs et scientifiques de France, où il y a Lionel Tacohen, etc. À 10h30, au printemps, alors que les capacités ont été augmentées en Espagne assez substantiellement pendant l'hiver, le soleil y monte de façon exponentielle. Et vous avez donc une exposition lumineuse qui est de façon exponentielle. Et je m'interroge si, à ce moment-là, il n'y avait pas une volonté de la part du management de bénéficier au maximum de cette énergie gratuite et abondante. Et ce qu'il y a de vrai quand on regarde le timing, c'est le timing qui est la courbe de RTE qu'il faut regarder. Ils avaient déjà fermé les 3 centrales nucléaires avant, pour faire de la place. Ils avaient ensuite fermé le gaz, pour faire de la place toujours. Ils avaient fermé la production à partir des déchets, toujours pour faire de la place. Il restait l'hydraulique. Bien. On découvre sur ce graphique que les batteries étaient pleines. On découvre aussi sur ce graphique que côté Portugal, les steppes qui d'habitude sont vidées la nuit pour être rechargées dans la journée lorsqu'il y a du solaire, eh bien le Portugal ne les avait pas vidées parce qu'ils avaient eu la veille beaucoup de vent et ils voulaient profiter de l'énergie éolienne qui était venue. Et donc je pense qu'ils se sont retrouvés squeezés, n'ayant pas d'autre solution par rapport à cet afflux d'énergie que de fermer le solaire. Alors vous savez comme moi que fermer du solaire, ce n'est pas immédiat et il y a des milliers de champs solaires. Ce n'est pas comme fermer une centrale nucléaire où on peut le faire dans la picoseconde. Fermer des centrales solaires, c'est quelque chose qui demande du temps et qui ne se fait pas tout de suite. Et donc, à partir de là, ça peut expliquer les oscillations si les fermetures n'ont pas été faites immédiatement pour délester justement la question du délestage, jusqu'au point où il y a eu un afflux tel, et vous l'avez mentionné dans le sud de l'Espagne, où cet afflux était supérieur à 100%, a fait que finalement, ça a débordé. C'est-à-dire que je m'interroge si ce n'est pas uniquement un problème de baignoire qui déborde. Et que face à un problème de baignoire qui déborde dans l'affolement, on ouvre le vide-vite pour vider très vite la baignoire, au risque de créer des inondations, etc. Je m'interroge. Il n'est pas normal qu'on ne sache pas la raison. Et vous savez comme moi que l'enquête est confiée à l'ENSOE, qui d'après la loi a 6 mois pour donner sa réponse. Je pense qu'on aura la réponse dans 6 mois moins 1 jour, pour des raisons légales, et qu'entre-temps, on ne saura pas, parce que si c'est une erreur du management, il vaut mieux qu'il se taise. Merci pour cette intervention. Je voudrais juste dire un mot. Vous avez déjà un mot. Si tout ça est Monsieur, rentable, supprimons les subventions. On va laisser parler après. Total ne demande pas de subvention pour le soleil. Monsieur, s'il vous plaît. Bonjour, Nabil, ancien pétrolier en retraite. C'est pas grave. Si, que tout le monde, personne n'a pas. Une petite question pour monsieur de l'administration. Monsieur Nicard. Est-ce que... C'est un nom d'origine slovène. Bon, bonsoir, vous êtes bien mis. Mais on s'en fout. Est-ce que vous pourriez nous dire si en France on a suffisamment de soudeurs pour s'occuper des problèmes de corrosion sous contrainte, compte tenu que du temps de Jean-Bernard Lévy, il avait dégradé son personnel là-dessus, puisqu'il était question qu'il abandonne 14 centrales nucléaires. Donc il n'a pas besoin de personnel. Et puis tout d'un coup, ça a changé, et puis bon, il a fallu aller chercher des soudeurs au Canada, aux États-Unis. Maintenant, en France, compte tenu des autres parcs nucléaires, est-ce qu'on a suffisamment de soudeurs? On va laisser d'abord Hervé Macheneau répondre à monsieur, ce que tu manifestais.
un certain mécontentement. Non, 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 mais il n'y a pas de mécontentement. N'ouvre pas le micro quand même. Hein. Je fais le mettre ici. Oui, voilà, tu le tiens, mais tu ne le manges pas. Non, j'ai pas l'intention, c'est très indigeste. Bon, peut-être sur la question de la rentabilité, c'est vrai en Arabie Saoudite et au Moyen-Orient, ça n'est pas vrai en France. Aujourd'hui, le solaire, quel qu'il soit en France, est entièrement subventionné, y compris sur les toits des maisons. Et alors, son coût réel est supérieur à entre 125 et 155 euros le mégawattheure. Et j'ai pas mis dedans les batteries stationnaires en question. Donc aujourd'hui, dire que, alors c'est vrai que c'est très très rentable, et c'est très très rentable parce que c'est très très subventionné. Et que si on arrête de subventionner, demain, il n'y a plus de solaire en France. Ça c'est sûr et certain. De même d'ailleurs pour l'éolien. Aujourd'hui, vous savez quand même que 60% des entreprises, des promoteurs, de l'éolien sont étrangers. Et sur ces 60%, 75% sont des Allemands. Donc en fait, les Allemands viennent construire des centrales en achetant les éoliennes en Chine maintenant, et donc et ils nous laissent des éoliennes dont on a en France rien à faire. C'est pas, tout à l'heure, quelqu'un a dit qu'il y a besoin de renouvelables. Mais aujourd'hui, cette année 2024, on a exporté 89 TWh d'électricité pendant l'année. 5 milliards d'euros de cash. 89 net. 89 net. C'est 5 milliards de cash. Oui. Or, le renouvelable, tout compris, a produit 75 TWh. Donc, on n'a pas besoin du renouvelable pour produire l'électricité dont la France a besoin. Or, je répète ce que je disais tout à l'heure, quand le renouvelable souffre, ça fait peut-être que 7 TWh, moi mes chiffres c'est 10, mais c'est pas grave, l'année prochaine ce sera 20, et l'année d'après ce sera 30. Bon. À quoi ça sert de supprimer la production de 30 TWh des centrales nucléaires que de toute façon on va payer, en mettant, alors on a fait une étude dans le cadre du think tank auquel j'appartiens qui s'appelle le CEREME, par Roland Berger, le coût des renouvelables en France pour zéro bénéfice du point de vue de l'environnement, parce que le nucléaire produit moins de CO2 que l'éolien et le solaire. Pour aucun bénéfice de besoin pour la consommation, c'est 300 milliards, sans compter les coûts de raccordement au réseau. Et aujourd'hui, quand on dit que l'éolien et le solaire sont rentables, c'est rentable. D'abord, ça ne l'est pas, parce que c'est très largement subventionné, mais même au prix où c'est subventionné, on ne prend pas en compte les 100 milliards de travaux qui vont être nécessaires dans le RTE et 100 milliards pour l'Enedis, dont à peu près les 2 tiers, c'est pour raccorder les énergies renouvelables, qui, encore une fois, ne servent à rien. Donc, je voudrais juste revenir sur une petite chose. En France, vous disiez, monsieur, que ça va arriver en France. Je ne pense pas que ça va arriver en France. Précisément. Moi, je n'ai pas dit ça. Non, c'est monsieur derrière. Ça devrait arriver en France et ça finira par arriver en Europe, et ça viendra de l'Allemagne. Mais l'Allemagne, ils sont bien organisés. L'Allemagne, aujourd'hui, ils ont peut-être 150%, enfin, en tout cas plus de 60% d'éoliens dans leur capacité de production, mais ça ne les empêche pas de continuer d'ouvrir des mines de lignite, d'ouvrir des centrales de lignite et de construire des sites combinés à gaz. Parce qu'ils ont bien compris qu'il faut aussi des machines tournantes. Mais ce qu'ils font surtout, c'est obliger l'ensemble de l'Europe à, et là, la leçon qui est tirée, très malheureuse de mon point de vue, mais qui résonne d'une façon positive dans l'opinion publique et même dans les milieux compétents, c'est on va augmenter les interconnexions. Ça veut dire quoi augmenter les interconnexions? Ça veut dire que l'Allemagne va continuer à pouvoir déverser davantage de ses énergies renouvelables vers ses voisins et profiter des centrales nucléaires françaises quand il n'y a pas de vent et pas de soleil. Et donc, pour moi, le vrai sujet, et aujourd'hui vous savez que c'est d'ailleurs un sujet qui est aujourd'hui à la Commission européenne. L'Allemagne produit essentiellement son énergie renouvelable dans le nord et le consomme essentiellement dans le sud. Or, il n'y a pas de liaison entre les deux. Ce
qui fait que l'ensemble de l'électricité passe par le Danemark, la Belgique, la France pour revenir en Allemagne. Tout ça gratuitement. Et donc les réseaux, donc si effectivement un jour il y a un problème de gestion, et ça peut arriver quand il y a beaucoup de renouvelables comme on a vu, si un jour il y a un problème de gestion, le blackout il viendra d'Allemagne, il ne viendra pas de France, même si on double les énergies renouvelables en France malheureusement, parce qu'on est trop interconnectés. L'Espagne effectivement ne l'est pas beaucoup. Maintenant sur la question que vous soulevez, monsieur, sur le management. Peut-être que c'est une crise de management. Mais Comme beaucoup de crises. non, mais je veux dire, bien sûr, on peut chercher là la raison. Mais s'il n'y avait pas derrière le problème, il n'y a aucun spécialiste qui conteste que l'excès de renouvelables conduit à une fragilité. Ça fait 3 mois que l'ANSO le dit. Ça fait 3 mois que le RTE le dit. Ça fait 3 mois que le REE le dit. Plus il y a de solaire, plus la stabilité du système de transport est mise en cause. Et donc, on s'y attendait. Alors, peut-être que ça aurait pu être évité par un très très bon management, mais la cause fondamentale, c'est bien celle-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, moi j'ai rencontré récemment, j'ai caché son nom et peut-être même le lieu de son exercice, mais quelqu'un de responsable de l'énergie au haut niveau du gouvernement, auquel on explique tout ça, ce que je suis en train de vous dire, et qui me dit on est assez d'accord. Au fond, on est assez d'accord. Mais d'abord, il y a 2 choses. La première chose, c'est qu'on est en train de mettre en place une industrie de l'éolien en mer en France, et donc c'est des emplois, et donc on ne peut pas arrêter ça. Et d'autre part, il y a une logique qui est la logique technique, c'est celle que vous défendez, puis il y a la logique politique, et c'est pas la même. On ne peut pas demander aux politiques de changer d'avis trop rapidement. Voilà la vraie raison. Alors moi, je l'avais écrit à Hollande en 2011. S'il vous plaît, c'est à Antoine de parler. Oui, bon, déjà, bonne nouvelle, tous ces sujets sont en plein débat à l'Assemblée. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Bah oui, parce que c'est le peuple français qui nous gouverne. Mais si. Voilà, donc moi je suis un démocrate, donc je suis très heureux que les députés passent toute leur nuit et leur jour en ce moment à débattre de ces questions. Donc on attend avec impatience le résultat de nos élus. Donc c'est pour ça qu'il faut aller voter, et c'est pour ça que le choix est stratégique. Je voudrais dire quelque chose Oui, sur bien ce sûr. sujet. Excusez-moi. Non, non, mais Il se trouve que la DGEC, qui n'est plus la DGMP, mais qui est maintenant la DGEC, Direction Générale pour l'énergie et le climat, a comme obsession depuis le mois de février de faire passer la PPE, dont je parlais tout à l'heure, et de tous ses excès, par décret. ce ne sera pas le cas. Et ce ne sera pas le cas. Pourquoi? Parce que le Premier ministre a décidé autrement. Eh bien oui, et pourquoi il a décidé autrement? Parce que les parlementaires étaient pas d'accord. Non, si c'était les parce que le parlementaires. CRME a fait du lobbying. En tout cas, les parlementaires, on ne les a pas Et moi beaucoup aussi. vus, mais c'est vrai que le Premier ministre a imposé un débat sans vote à l'Assemblée nationale en disant le décret passera après. Puis finalement, il a dit ce sera avant l'été, puis finalement ce sera à la fin de l'été. Oui. Et donc effectivement, et nous on se bat, effectivement, mais vraiment le plus violemment possible, pour que ce décret ne passe pas et que ce soit une loi, effectivement. Oui. Ben oui, mais pour le moment, c'est pas acquis. Hein. Bah, si, la loi est en train d'être débattue, elle est passée en commission développement durable et en commission économique, et elle passe en plénière le 16 juin. L'amendement qui est passé hier de Mme Battistelli supprime le nucléaire. Oui, mais le ça sera revu en plénière. Ah oui, d'accord. Ah oui, Monsieur, attendez, monsieur, là, ici, vous c'est avez une erreur de management. Non, monsieur, là, voilà. Oui, ben, je profite de cet épisode intéressant pour savoir comment vous pensez que l'article 5 de la Charte de l'environnement, qui parle d'un principe de précaution, je ne sais pas si l'Académie française a eu le temps, en 70 ans, de mettre dans son 9e dictionnaire ce que c'est qu'un principe de précaution, mais qui a pour moi l'intérêt d'évoquer l'état d'avancement des connaissances scientifiques. Et qui dit état d'avancement des connaissances scientifiques
dit de facto, sachant que l'état des connaissances scientifiques évolue, que la sacro-sainte, l'absolutisme de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui dit qu'une décision étant adoptée, elle est définitive. Aujourd'hui, celles qui font état des connaissances scientifiques, à partir du moment où elles changent de facto et de jure, pour le coup, ça va obliger le Conseil constitutionnel de réexaminer certaines décisions antérieures. Ah oui, mais pour l'instant, c'est pas gagné. Hein. Alain Juppé, là-dessus, il est prudent. Hein. Merci. Attendez, on va faire parler Michel. T'as rien à dire, c'est déconnant ça. Non. Non, je peux occuper le terrain, mais... Je veux dire un mot, il y a bien longtemps que l'État, en ce qui concerne les gouvernants, se sont éloignés de tout processus scientifique. Excusez-moi l'âge, ils s'en foutent. On en est revenu à 1793, où le tribunal révolutionnaire guillotinait Lavoisier en disant la France n'a pas besoin de savants. C'est le cas depuis 40 ans environ. On a de la chance de t'avoir alors. Non, ils s'en foutent. Moi, je vis très bien sans ça. La question on n'est t'a pas pas décapité quand même. Non, mais je ne suis pas Lavoisier. Mais la question de savoir que si le pouvoir politique s'intéresse ou non aux informations de nature scientifique, cette question a une réponse négative depuis très longtemps. Ce que dit Macheneau est complètement évident. Les connaissances techniques sur le sujet abondent. Ce n'est pas 3 mois qu'on les a, ça fait 30 ans, ça fait beaucoup plus que ça. C'est complètement évident, mais le pouvoir politique ne veut pas l'entendre. Bon, qui veut Moi, je veux bien. Pardon, vas-y, je t'en prie. Concernant la loi qui est en débat, elle affronte un sujet, elle l'affronte modestement, mais elle affronte un sujet qui est un peu sous-jacent dans notre discussion, c'est la faible consommation en France. Donc un des volets de cette loi, c'est l'électrification. Parce que moi, justement, quand j'étais petit, c'était au début du programme Messmer, on a considérablement électrifié la France. Et c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, qu'on a largement, pas inventé, mais c'est dans ce cadre-là qu'on a développé en France le fameux ballon d'eau chaude à l'électricité. Ça ne date pas des années 50, ça date des années 70. Ça, c'est l'électrification. Et donc, dans cette loi, pour justement essayer de trouver un peu de la place pour tout le monde, le nucléaire et le renouvelable, il y aura un volet électrification qui ensuite sera développé par les administrations et les professionnels très fortement. Parce que, je dirais, on en parle peu, mais c'est le premier problème instantané de la France, c'est un peu le manque de consommation et le manque de perspective. Donc il faut jouer un peu... le temps à nous dire qu'il faut faire des économies d'énergie, de transport... Ah bah bien sûr. Ah bah, c'est le temps à nous dire ça. Il ne faut pas décler. Et même j'étais obligé de changer les luminaires qu'on avait là pour des machins à faible consommation. Il faut faire les deux, parce qu'il faut le plus d'utilité pour les deux. Non, mais parce que quand on fait de l'acier avec de l'électricité, au lieu de faire avec du coq, eh ben, on fait de l'acier, donc on a la même utilité, et on fait plus d'électricité. Sauf qu'on fait de l'électricité avec du coq en Allemagne. Et en Chine et dans beaucoup de pays du monde, on fait l'électricité avec malheureusement autre chose que du nucléaire. Hélas. Et pour revenir à la question du renouvelable, en fait, la loi qui est en débat, malheureusement, elle est complètement figée sur l'opposition entre nucléaire et renouvelable. Et le nucléaire, parce que c'est la tradition française, c'est ce qui a fondé la richesse de la France, le faible coût de l'électricité, son efficacité, etc. Et le renouvelable, parce que c'est des intérêts financiers massifs. Et aujourd'hui, les lois qui sont en discussion, c'est malheureusement pas la quantité, la consommation en 2035 ou en 2050, puisque RTE, pour des raisons, à mon avis, en parti politique, dans sa vision 2050 de 2023, avait une consommation très élevée, qui avait une consommation très basse, qui permettait de faire comme hypothèse 100% de renouvelable. Et puis, comme le 100% renouvelable, après il y a eu
discours de Belfort. Le nucléaire est Début 2022. début 2022. Donc le nucléaire est revenu en force, et donc là il y a une deuxième version, et là pour le montrer que le renouvelable était quand même indispensable, alors on a poussé au maximum les prévisions de consommation en 2035 pour montrer que comme il n'y aurait pas encore de nouveau nucléaire, on ne passerait pas avec le nucléaire existant. Et donc il fallait beaucoup de renouvelables. Donc en fait malheureusement, la prévision, le prévisionnisme, la stratégie d'aujourd'hui est faite pour prendre position à droite ou à gauche dans ce débat, dont l'un est, de mon point de vue, scientifique parce qu'il a fait ses preuves, et l'autre est purement financier. Et donc, je termine juste pour dire que, pour faire bonne mesure, dans le rapport que le think tank Cérémé a fait travailler par Roland Verguer, on prend également une hypothèse de 600 TWh en 2030, pour montrer qu'on n'a pas besoin de plus de renouvelables que ce qui existe aujourd'hui si on veut passer 600 TWh. Or, les chances pour qu'on arrive à 600 TWh en 2030 sont quasi nulles. Ouais, je voudrais poser une question à Antoine avant que tu répondes. Oui, bah oui. Comment justifies-tu la fermeture de la centrale de Fessenec? Il n'y a pas à la justifier. Bah si, il faudrait la justifier. Il faut demander au président de la République que vous avez élu vous. C'est vous qui avez élu le président de la République. Tu le défausses facilement. Bah, c'est pas moi le président de la République. Tu n'as pas démissionné du gouvernement. Bah, parce que moi je suis un fonctionnaire qui fait survivre la France quelle que soit la péripétie. Oh, c'est facile à dire. Ah bah non, mais moi je suis pour la pérennité de la France, évidemment. Moi je suis slovène. La Slovénie a accueilli ma famille à la mort de la Cislétanie. Et donc, bah non, on s'en fout pas. Moi je suis encore pour faire survivre la France, quel que soit ce qui se passe. Si les Russes prennent Paris, eh ben je continuerai à soutenir l'État français pour que les Français puissent avoir un toit au-dessus de la tête. Merci. Vous avez quelque chose à dire? Oui, je sais pas. Je voulais répondre à une question. Ce qui est intéressant dans les travaux de RTE, comme ça réconcilie tout le monde, dans les travaux de RTE, en fait, quand on les lit, on arrive à la conclusion logique, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas une interprétation, c'est que plus il y a de nucléaire, moins c'est cher. Oui, c'est-à-dire que quelle que soit la consommation, c'est-à-dire oui, il y a des consommations diverses. C'est-à-dire qu'Henri Prévost, par exemple, moi je vois Henri Prévost, il dit tout l'inverse. Que vous? Ah si Henri Prévost, il n'arrête pas de me dire qu'il faut une consommation énorme. Ah non, mais Henri Prévost, invitez Henri Prévost, hein. Si vous invitiez Henri Prévost, avec ses fameuses modèles, mais avec moins de pétrole. Ah non, mais j'ai pas dit qu'il disait qu'il faut faire oui, donc il ne dit pas le contraire de ceci, moi j'observe. Non, mais il dit que la consommation future est très élevée. Non, il a un chiffre de consommation future plus élevé que vous, et plus élevé que ce qu'il y aura dans la PPE. Hein. Ça se fera pas. Oui, mais peu importe. Ben non, pas peu importe, parce que ce que je disais, attendez, je termine. Ce que je disais, c'est que dans les scénarios de RTE, on a différentes consommations. Donc ça, c'est très variable en fait. Le champ des consommations possibles, maintenant, il est devenu très écarté. Donc il y a plein d'experts qui disent plein de chiffres différents. Par contre, dans RTE, il y a une chose qui est intéressante et qui nous réconcilie tous, c'est que pour une consommation donnée qui est très difficile à évaluer, et bien plus il y a de nucléaire, moins c'est cher. Oui, mais... vous êtes d'accord quoi? Mais je suis d'accord que dans la première présentation de 2023, effectivement, plus il y avait de nucléaire, moins c'était cher. Sauf qu'il y avait très très peu de nucléaire, puisqu'on avait fermé, il n'y avait pas de renouvellement nucléaire, et c'est précisé, mais il y avait 4 scénarios avec essentiellement du renouvelable, donc 100% de renouvelable, et seulement 2 scénarios avec très peu de nucléaire ou un peu de nucléaire. Le meilleur, c'était le nucléaire. Et nous, ce qu'on lui a dit, c'est pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé un peu plus loin et faire beaucoup plus de nucléaire. Et plus on fait de nucléaire, effectivement, et plus on fait de nucléaire, et moins c'est cher, et moins il y a besoin de renouvelables. Attendez, il ne faut jamais perdre de vue que dans le bouclage, il y a les exportations, et l'avenir des exportations est radieux. Attendez, monsieur a posé une question. Je voulais revenir un peu sur cette histoire d'électrification. Il y a 2 sujets qui sont malheureusement mélangés et politiquement instruits l'un contre l'autre. À savoir, ah ben non, la production d'électricité n'est pas aussi importante qu'on avait prévu, vous voyez bien, économie d'énergie, etc. Avec une prévision prospective.
la prévision prospective, même si on ne la connaît pas, et ce serait très arrogant de dire qu'on pourrait la connaître, elle est à l'électrification du pays jusqu'à 50%. Et donc, si c'est ça l'objectif, si c'est ça la vision, si c'est ça ce qu'on veut faire, sans préciser quand est-ce qu'on y arrivera et comment, ça veut bien dire qu'il faut multiplier l'électricité par un facteur 2. Et à partir de là, est-ce qu'on est logique avec nous-mêmes ou est-ce qu'on dit « Ah ben non, c'est pas possible puisqu'on fait des économies d'énergie et je suis en pétard actuellement avec l'Académie des sciences parce qu'ils ont émis un avis sur la PPE 3 et dans cet avis qui est très critique de la PPE 3, en trouvant des incohérences dans les chiffres, etc., ils disent l'augmentation de l'électricité, je ne la vois pas. Ben, je leur dis, ben, oui, on ne la voit pas aujourd'hui, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne devrait pas imaginer qu'il y en aura. Et en particulier, il y a un signal faible en ce moment que j'ai remonté à l'Académie des sciences, et du coup, ils sont un peu plus silencieux. C'est que les data centers actuellement se développent comme des petits pains. On a 1 gigawatt de data center actuellement en France, qui est tout petit. Mais il y a plusieurs projets, en particulier un dans le sud et un du côté de Lyon ou de Dijon, qui vont faire 1 gigawatt chacun. Il y a 230 sites qui ont été répercutés actuellement et qui sont pour certains en construction. Donc, pour les data centers à horizon très rapide. Et je cherche partout, si vous l'avez donné à moi, l'étude prospective qui donnerait la consommation des data centers en 2030, mais on peut arriver à des chiffres très importants. Okay. Mais effectivement, ce que je dis, c'est que la question de la consommation n'est pas le sujet politique. Le sujet politique, c'est renouvelable ou nucléaire, malheureusement. Et le fait que quand on avait l'impression qu'on n'avait pas assez de nucléaire, on a poussé la consommation à des niveaux très élevés, c'est pour des raisons politiques. Et quand on a voulu, au contraire, faire des scénarios avec énergie 100% renouvelable, on a baissé la consommation. Et donc, encore une fois, on utilise la consommation comme un élément politique pour justifier le développement des renouvelables. Bon. Moi, cette question sur la consommation, je partage entièrement votre avis. Je ne sais pas quelle sera la consommation. Et nous, au CRME, on a fait des prévisions à 950 TWh en 2050. Si on n'arrivait jamais aux 2/3 de ça, ce serait déjà un triomphe. On n'a pas besoin de renouvelables pour faire 950 TWh en 2050. Juste un mot concernant mes collègues du ministère de l'Industrie. C'est dommage qu'ils n'aient pas été invités aujourd'hui. Oh, ça va. Si, parce que on a compris qu'il était slovène. Ils répondent largement à cette question, mais sans une étude, je pense, complètement exhaustive. C'est que le ministère de l'Industrie aujourd'hui, Emmanuel Macron à Choose France, de manière cohérente, en fait, n'arrête pas d'essayer d'attraper des investissements mondiaux en France énergivores. Donc la politique française, c'est d'être une base logistique, enfin une base terrestre, pour vraiment des consommateurs d'énergie. Donc c'est-à-dire qu'on a une logique de politique d'économie d'énergie par chaque acte, d'un côté, mais d'un autre, en même temps, on veut attirer en France tout ce qui est énergivore. On veut attirer... Attends, c'est un monsieur. Ah, pardon. Oui, donc là, je voulais faire une remarque, parce que je suis conseiller municipal dans ma mairie, à Bois-d'Arcy, et je suis aussi représentant au conseil d'administration du syndicat intercommunal pour le service public du gaz et de l'électricité en Île-de-France. Donc, aussi bien les communes que le CIGEF, donc l'organisme en question, s'efforcent de satisfaire l'objectif défini par le Parlement qu'on appelle le décret tertiaire, dans lequel les communes doivent économiser 40% de leur énergie d'ici à 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050. Et pour le faire, chacune de ces communes se dit, bah, tiens, chouette, je vais utiliser les énergies nouvelles pour déduire de ma facture énergétique. Je vais peut-être pas rénover mes bâtiments, mais comme je vais produire avec de la géothermie ou une déchetterie dans laquelle je vais produire de l'énergie, des choses comme ça, eh bien, je vais pouvoir satisfaire le décret tertiaire un peu mieux.
Super. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles, finalement, ça répond à M. Hocheton, pour être une petite raison pour laquelle on développe un petit peu d'énergie nouvelle de façon un petit peu désorganisée. C'est pas nickel. C'est un peu la règle. Et pour revenir sur cette question de la politique énergétique de la France et du développement et de la réindustrialisation, permettez-moi de faire un petit constat. Aujourd'hui, en France, on produit la même quantité d'électricité. Hélas. Oui, mais on consomme la même quantité d'électricité. Ça tombe bien parce qu'il vaut mieux pas qu'il y ait de déséquilibre. Et précisément, il y a une part de la production qu'on produisait avant qui est produite maintenant par des renouvelables, qui nous oblige à exporter à des prix gradés. Bon. Mais ce que je voulais dire, c'est que la France a aujourd'hui les moyens de produire son électricité pour la totalité de ses besoins, à un coût qui est fixe depuis 40 ans. C'est le coût du nucléaire et le coût de l'hydraulique. Or, l'électricité a plus que doublé dans les 10 dernières années. Et on veut réindustrialiser la France. Expliquez-moi comment on fait. Et aujourd'hui, alors qu'on avait l'électricité la moins chère d'Europe avec la Norvège, aujourd'hui on est exactement au milieu du truc et on est beaucoup plus cher que les États-Unis et la Chine. Et donc, et j'observe que la réindustrialisation dont on parle, c'est que dans des impasses, des usines de batteries, des usines d'hydrogène, et tous les vrais investissements qui sont faits en Europe aujourd'hui, malheureusement, ils sont en Allemagne, en Espagne, en Hongrie, et éventuellement en Slovénie, mais en tout cas, malheureusement, pas beaucoup en France. Et le transport? Je ne peux pas laisser dire ça. Il y a une question à gauche. Portez le... Ah, vous l'avez déjà, parfait, allez-y. Justement, en parlant de croissance et d'augmentation de la consommation, il y a peut-être un État qui pourrait servir ce modèle, c'est le Texas, qui a une stratégie qui est complètement différente, où ils essayent de plus en plus de piloter par la demande, en attirant du coup des industries énergivores, et en particulier l'industrie du Bitcoin, qui se trouve pouvoir être déconnectée, donc elle consomme de l'électricité en général, c'est rentable, parce que c'est une certaine valorisation, quand on coupe, on s'en fout. Et donc, plutôt que piloter par la demande, par l'offre, ils ont essayé de piloter de plus en plus par la demande. Résultat, ils ont le coût d'électricité, je crois, 2 fois plus faible en moyenne qu'aux États-Unis. Ils utilisent beaucoup de renouvelables, pour le coup, parce que Texas, il y a du vent. Et ils ont une croissance avec énormément de data centers qui se mettent là-bas, énormément d'industries lourdes, ce que veut attirer M. Macron. Et une croissance de 7% cette année, alors que le Texas est un pays pauvre déjà. Donc est-ce que c'est un modèle qui est un peu envisagé pour la France? Ça me paraît un très bon modèle. Est-ce que c'est quelque chose qu'on est un peu dans les papiers ou pas du tout? Michel Bénézit, tu veux répondre? Le Texas est en plein de pétrole. Oui. Je pense qu'il faut se méfier des effets de mode et que ces histoires de Bitcoin, etc. Il y a un garçon qui a dit un jour quelque chose qui guide ma vie, c'est quand je ne comprends pas, je n'investis pas. Et donc, ben voilà, le Bitcoin, j'ai pas compris et je me tiens à l'écart. Personne n'a compris. Par contre, les data centers, c'est clairement sur la carte. On va bientôt dire Bitcoin consomme énormément de CPU. Ben oui, bien sûr. En remerciant nos intervenants. Il y a une chose qui me paraît évidente, vous voulez. Une toute petite question pour les 4 animateurs. Lorsque le prix de l'électricité devient négatif, expliquez-moi un petit peu ce qui se passe, et est-ce que c'est un danger pour le système, pour le réseau, par exemple? C'est-à-dire que, alors, expliquez-moi un petit peu cet aspect-là. En fait, les centrales nucléaires en France, qu'on a essayé de rendre le plus modulable possible, mais au-dessous d'un certain pourcentage, elles ne sont plus pilotables et elles ne sont plus pilotables. Et donc, c'est ce qui s'est passé à Volfech, qu'on a cité tout à l'heure. Comme elle était tombée en dessous de 50%, 55% de production, eh ben, elle n'a pas réussi à se siloter, et donc elle est tombée en panne. Donc, la cas de la centrale de Volfech. Mais ces centrales-là, elles ne peuvent pas s'arrêter et repartir quand le soleil se couche. Et donc, elles sont obligées de maintenir un minimum de production.
Et comme le renouvelable a priorité, puisqu'ils sont soi-disant à zéro, donc les producteurs nucléaires, charbon, gaz, etc., sont obligés de vendre leur électricité. Comme ils n'arrivent pas à la vendre, ils payent pour qu'on la leur prenne. Et ça, plus il y a de renouvelables, plus c'est comme ça. En 2023, il y a eu 250 heures de prix négatif en Europe. En 2024, c'est 357 et l'année prochaine, ce sera 500. Et ça va être de pire en pire. Et c'est une catastrophe parce que ça veut dire des yo-yo. Par définition, un système électrique a besoin de le plus de stabilité possible. Et là, on est dans les yo-yo, d'énormes productions à midi, d'énormes productions quand il y a du vent. Et donc les autres centrales s'arrêtent et sont obligées de reprendre. Enfin, ça se finira mal. Qu'est-ce qu'on fait de cette électricité quand on a un prix négatif il y a des gens qui il y a des gens qui prennent l'électricité si on les paye pour le faire, pour remplir des condensateurs, j'en sais rien, mais effectivement, on paye les gens pour prendre de l'électricité. Mais on a gagné 5 milliards quand même avec les exportations. Mais 5 milliards, 89 TWh, 5 milliards, ça fait 50 € le mégawattheure. Or, il vaut 70, donc cherchez l'erreur. Je vais essayer de conclure un peu sur ces questions-là. De notre point de vue, nous faisons des mathématiques, nous ne sommes pas du tout impliqués dans les débats de civilisation. On constate simplement de manière répétitive depuis 30 ans que les éléments techniques qui serviraient à fixer la prise de décision sont connus depuis longtemps. Pardon, merci. Ils sont fixés depuis longtemps, en particulier quand on entend des discussions sur ce que va consommer la France à l'horizon 2050. On le sait bien, on est un vieux pays, notre consommation d'électricité ou notre consommation de choucroute, elle ne varie pas de manière instantanée, pas plus que les Chinois ne font varier leur consommation de riz d'un jour à l'autre. C'est très facile d'anticiper ce que va être la France en 2050, sauf si elle parvient à être ruinée par le gouvernement en place, ce qui est une autre affaire. Ensuite, en ce qui concerne les discussions relatives au nucléaire et au photovoltaïque, tout ce qu'a dit Hervé Macheneau, c'est du bon sens. Ça fait 30 ans qu'il le dit, ça fait 30 ans que d'autres l'ont dit. Ça ne pénètre pas la sphère politique, parce que la sphère politique ne veut pas être pénétrée. Donc, quoi qu'on lui dise, elle ne l'écoutera pas. Alors, on nous dit, par exemple, à l'instant, on veut attirer des énergies qui soient grosses consommatrices d'électricité. Mais c'est pas vrai. J'ai parlé à mes amis d'ArcelorMittal, on a eu des contrats avec ArcelorMittal, ils produisent de l'acier, donc ça consomme énormément d'électricité. On leur a dit, messieurs, vous consommez trop de carbone, vous émettez trop de carbone, il faut que vous changiez vos processus de fabrication. Ils ne peuvent pas changer leur processus de fabrication. Ils m'ont dit, on n'est pas sûr que ça soit encore de bonne qualité après coup. Qu'est-ce que va faire M. Mittal, qui n'est pas un philanthrope? Il va prendre les 2 usines qui lui restent et il va les mettre aux Indes. C'est simple. Donc ArcelorMittal va quitter la France. Alors ça sera la grande réussite d'une politique dans laquelle on dit, on va attirer les industriels qui consomment de l'électricité. En vérité, on nous en depuis 30 ans en nous disant qu'il faut que vous réduisiez vos consommations. Ça a encore été dit à l'instant. Monsieur dit explicitement en ce qui concerne sa commune et l'ensemble de l'Île-de-France, etc. La doctrine, c'est vous devez vivre le moins possible. Alors peut-être que la population va finir par se révolter contre cette absurdité, mais en tout cas, elle nous est imposée politiquement. Et le résultat est une aberration de tous les instants, en particulier en ce qui concerne les tarifs, etc. Ce qui concerne le transport également. Aujourd'hui, on s'est limité à l'électricité, mais on pourra avoir exactement le même débat avec les transports, aussi bien avec l'agriculture, qui est dans une situation épouvantable parce qu'on a décidé que les agriculteurs ne devaient plus produire. Alors le maïs ne venait pas dans des boîtes, et comme disait mon ami Dominique Maillard, qui était président de RTE, l'électricité ne vient pas dans les prises, il faut l'amener. Bon, ceci dit, un café gratuit est servi au 3e étage. Merci.